Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le retard parce que ça fait presque une semaine que j'ai pas fait une séance. Les séances qu'on a commencé, ce qu'on appelle les chaînes éducatives, donc dans le traité ou bien dans la théorie générale des obligations. Et nous avons arrivé, après avoir vu la notion de contrat et les autres recours, donc nous avons arrivé à traiter ce qu'on appelle l'acte juridique unilatéral. Mais avant d'entamer cette notion, je vous invite à chaque séance et à chaque début de séance de s'abonner sur notre chaîne et cela me permet de continuer et de faire mieux afin de porter des notions et en même temps une science afin de nous encourager de faire mieux parce que cela prendra du temps et cela nous prend quelques efforts, donc n'hésitez pas de nous encourager par ce geste. Donc nous avons dit que cette séance, nous allons traiter c'est quoi l'acte juridique unilatéral, c'est quoi les actes juridiques unilatéraux dans le DOC, et lorsque je prononce le DOC, je vous rappelle que le DOC c'est une abréviation qui désigne l'aire d'obligation et contrat marocain daté en 1913. Donc l'acte juridique unilatéral dans le DOC, donc les effets des actes juridiques, quels sont les effets des actes juridiques unilatéraux, et après nous allons voir l'acte juridique collectif. Passons maintenant à le traitement de l'acte juridique unilatéral. Il y a lieu de distinguer le contrat de l'acte juridique unilatéral. C'est quoi la différence entre le contrat et de l'acte juridique unilatéral? Souvent, il y a des gens qui font allusion entre ces deux notions. Le premier, on parle de contrat. Donc, le premier se forme par la volonté au moins de deux personnes, tandis que le second se crée par la volonté d'une seule personne. Donc, le contrat nécessite tout le temps, lorsque vous entendez par contrat, il faut imaginer qu'il y a deux volontés et ne pas une seule volonté. Donc, le contrat égale deux volontés, deux accords, deux volontés de personnes. Au moins, je dis au moins. Et l'acte juridique unilatéral, il se fait qu'une seule volonté d'une personne. Donc, celle-ci, on parle de la volonté, en plus qu'elle est créée seul, l'acte juridique, il est seul à supporter les conséquences juridiques de son engagement. L'acte juridique unilatéral doit être distingué de contrat unilatéral qui se crée par la volonté de deux personnes, mais n'entraîne d'obligation qu'à l'égard d'une seule personne. Donc, l'acte juridique unilatéral et le contrat unilatéral, nous avons dit que l'acte juridique unilatéral se crée par, donc on parle de contrat unilatéral, se crée par la volonté de deux personnes, mais n'entraîne pas d'obligation à la charge des deux personnes. Tenez par exemple le testament, tenez par exemple la donation et les autres exemples en la matière. Donc l'acte unilatéral se distingue de contrat unilatéral par la simple chose que dans l'acte unilatéral, il y a une seule volonté et il y a une seule obligation qui est à la charge de l'auteur de cet acte unilatéral. Mais dans le contrat unilatéral, il y a deux volontés. Il y a deux volontés. Il y a l'accord de deux volontés. Mais les deux personnes, l'une de ces personnes, donc, qui a à la charge de certaines obligations, et j'ai donné l'exemple de testament et donation, et il y a d'autres exemples. Donc, on peut, nous avons dit que le contrat unilatéral se crée par la volonté de deux personnes, mais n'entraîne d'obligation qu'à l'égard d'une seule personne.
on peut retrouver des situations où l'acte juridique unilatéral engage plusieurs personnes au lieu d'une seule et qui font naître un engagement unilatéral. L'acte unilatéral ne veut pas dire forcément qu'il est l'œuvre d'une seule volonté, d'une seule personne ensemble. Ou bien en résumé, l'acte juridique unilatéral est le fruit d'une seule volonté, comme nous avons dit, individuelle ou collective. Il n'a besoin de recours de quiconque pour voir le jour. Et donc l'exemple type, ou bien l'article qui bien précise cet acte unilatéral, c'est l'article de l'article 14, de l'article 14 à l'article 18 de Daïra des obligations et contrats. Donc quels sont les actes juridiques unilatéraux dans le DEC ou bien qu'il a traité le DEC? Donc le DEC divise les actes ayant pour source la déclaration de volonté en des actes unilatéraux et des actes sous forme de convention ou contrat. L'exemple de la déclaration unilatérale dans le Code civil marocain est la promesse de récompense. Et lorsque je dis la promesse de récompense, cela signifie en arabe, si vous voulez dire, al-wa'd bi ja'iza. Encore faut-il que la matérialité de l'acte soit établie, et c'est la raison pour laquelle l'article 14 de DEC prévoit que la simple promesse ne crée point d'obligation. En cas de contestation de la promesse, la preuve doit être rapportée ou bien en compte dans les formes prévues par la loi. Un certain instrument est exigé par la loi. Donc la cour d'appel de Casablanca, lorsque je prononce la cour d'appel et on aura l'occasion d'illustrer, ou bien de bien illustrer ce genre de notions, et si vous avez bien sûr, je vous rappelle chaque fois que si vous avez des difficultés à maîtriser ou bien de comprendre ces notions de terminologie ou bien ces notions de droit, donc n'hésitez pas de les de les citer dans les commentaires de cette vidéo. Donc la cour d'appel de Casablanca, c'est le deuxième degré de justice, de tribunal. La cour d'appel de Casablanca, ce qu'on appelle en arabe mahkamat al-istinaf, dans un arrêt, ici un arrêt c'est pas jugement, donc un arrêt de 11 juillet 2002 donne à l'article 14 une explication qui n'est pas conforme à son esprit, en décidant que la promesse prévue dans l'article 14 est celle qui émane de la volonté unilatérale, alors que cet article vise les promesses dénuées de toute preuve matérielle et qui sont sérieusement contestées. Donc la promesse dont il est parlé, l'article 14 de l'IEC vise celle créée par une seule volonté et non celle créée par deux volontés. Et voilà ce qui est bien sûr illustré dans cet arrêt. Donc la loi impose à celui qui fait une promesse de récompense par affiche ou autre moyen de publicité de respecter son engagement vis-à-vis de la personne à laquelle il a fait cette promesse. Si elle ou bien si celle-ci accomplit le fait demandé, même sans connaître l'avis, la promesse ne saurait être révoquée lorsque cette révocation intervient après l'exécution commencée ou lorsque le promettant a fixé un délai pour l'exécution. Dans ce cas, la promesse reste valable jusqu'à l'expiration du délai. Donc c'est le contenu de l'article 14 de DEC. Donc si plusieurs personnes accomplissent le fait prévu par la promesse de récompense, le DEC donne les solutions prévues par l'article 17 de tout temps de DEC. On retrouve dans la loi d'autres actes juridiques qui naissent par la volonté d'une seule personne, tels que par exemple la création par une seule personne d'une société à responsabilité limitée, à ce qu'on appelle à associé unique, SARL. Cet associé ne supporte l'hyper qu'à concurrence de ses apports. Donc, SARL
ou représente une exception à l'article 982 de DOC qui définit le contrat de société comme étant un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Donc, les actes juridiques unilatéraux peuvent se manifester à travers des engagements tels que la rénonciation à un droit de servitude ou de usufruit ou une action de faire valoir la nullité. L'article 340 de DOC prévoit une situation dans laquelle le créancier ne peut renoncer à sa créance qu'avec l'accord du débiteur dans la situation de la remise de la dette. On citera d'autres actes juridiques exprimés par une autre partie dans un contrat préexistant, tels que la démission ou le licenciement de salarié, ou la révocation d'un mandataire qui avait cette qualité en vertu d'un contrat de mandat. Deuxièmement, les effets des actes juridiques unilatéraux. Les obligations unilatérales sont obligatoires dès qu'elles parviennent à la connaissance de la partie qui en bénéficie. Ce genre d'actes sont appelés réceptices, c'est-à-dire, si vous voulez, des actes qui doivent être portés à la connaissance de la personne à laquelle ils sont dirigés pour produire leurs effets juridiques, et ce par tout moyen de notification. Une fois cette formalité accomplie, l'acte unilatéral produit les effets juridiques au même titre que l'engagement, bien sûr, contractuel. La Cour de cassation, ce qu'on appelle en arabe mahkamat naqd, c'est le troisième degré de juridiction, entraîne les dispositions de l'article 18 de DOC dans plusieurs de ces arrêts. Ainsi, il décide que l'engagement unilatéral de renoncer à un simple, comme on dit, à un immeuble, si vous voulez, dans plusieurs arrêts, ainsi qu'il décide que l'engagement unilatéral de renoncer à un immeuble produit tous ses effets juridiques vis-à-vis, bien sûr, de bénéficiaire du moment qu'il est porté à sa connaissance. De même, est suffisamment motivé l'arrêt de la Cour d'appel condamnant de requérant qui s'est engagé à fermer les fenêtres donnant sur le terrain de son voisin. Dans le même ordre de raisonnement, la Cour d'appel de Rabat avait considéré que la clause portant engagement de vendre que les juges de fond assimilent, bien sûr, souverainement, en une obligation unilatérale prise en présence de son bénéficiaire tombe sur l'application de l'article 18 de DOC qui décide que dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. Donc, un jugement du tribunal de première instance de Marrakech assimile l'engagement délivré dans les conditions de l'article 18 de DOC au contrat et produit par conséquent tous ces effets juridiques. Donc, après avoir vu l'acte juridique unilatéral et ses effets, nous avons arrivé à traiter l'acte juridique collectif. L'acte juridique collectif peut être la source d'obligation liant tous les membres de groupements qui ont des signataires, alors que l'acte est signé uniquement par les organes représentatifs des intérêts en présence. La convention collective de travail est un exemple d'acte collectif qui s'impose à toutes les personnes représentées au syndicat, même s'ils n'ont pas signé individuellement. Bien sûr, j'ouvre en parenthèse à ce propos, donc les représentants syndicaux, par exemple, s'ils ont signé une convention, donc les clauses de cette convention s'étalent sur les autres salariés ou bien sûr les autres fonctionnaires qui n'ont pas même signé cette convention. Mais cette convention, elle est signée par le représentant. La force, si vous voulez, obligatoire de l'acte collectif est justifiée par l'existence d'un mandat général découlant de l'adhésion au syndicat signataire. En droit des sociétés, les porteurs de titres sous forme d'obligation sont regroupés dans une masse des obligataires pour assurer la défense de leurs droits patrimoniaux et leurs intérêts communs en tant que créanciers de la de la société anonyme. Voilà donc brièvement, d'une manière assez simple, l'acte juridique unilatéral et
l'acte juridique collectif et à très bientôt et à notre séance, Inch'Allah.